un sol, donc on peut avoir une définition scientifique, on dit que c'est l'épiderme. Comme nous, notre épiderme, c'est l'épiderme de la Terre. C'est-à-dire que c'est la surface, la très fine pellicule qui est à l'interface des roches, de la lithosphère, et de la biosphère du vivant. Pour qu'un sol se forme, il faut des réactions purement physico-chimiques, où la vie n'intervient pas, et des réactions où la vie intervient, qu'on va dire biochimiques. Et c'est ces processus qu'on va appeler géobiochimiques qui font qu'un sol existe. Et vous avez des processus très complexes qui se mettent en place, ce qu'on appelle des processus d'humification, donc de transformation de la matière organique en fragments de plus en plus petits. Et donc ça fait intervenir de la biochimie, de la biologie, des communautés bactériennes, des champignons, mais aussi de la microfaune et de la microflore qui est présente dans le sol. À la vue, je vois différentes choses. Je vois en fait, donc je vais me baser sur les couleurs. Ces grands niveaux, ces grandes distinctions, c'est ce qu'on appelle des horizons. Un sol est formé d'horizons. Donc sur l'horizon, donc ça, c'est uniquement constitué de matière organique. Donc là, on est sur ce qu'on appelle l'humus. Si je prends en surface, j'ai des aiguilles de pin. C'est ce qu'on va appeler communément la litière. Je reconnais tout. Et puis après, on a un autre horizon qui est plus épais ici. Donc là, on aperçoit des petits filaments un peu plus blancs qui correspondent un peu à des mycéliums de champignons. Nous, on est vraiment sur de la matière organique, sur de l'humus. Là, on a 5-6 cm d'humus, c'est-à-dire de matière organique qui ne se décompose pas. Sur ce profil, on ne voit pas de turicule de vers de terre. 1, parce qu'il y a acidité. 2, éventuellement, on parlera des taches rouilles, parce que ça ne leur convient pas forcément non plus. Donc, on ne va pas avoir ce brassage, ces animaux qui vont faire ce brassage. Vous voyez, une aiguille de pin, c'est totalement indigeste. À quoi amène la décomposition de la litière? Ça redonne des éléments minéraux qui vont être disponibles. Là, en fait, nos éléments minéraux, ils sont stockés ici, sous forme d'humus. Donc, ils ne sont pas disponibles. Voilà. Et en fait, on a tendance à regarder les choses en se disant « Ah c'est là, c'est comme ça ». Mais en fait, on hérite. Enfin, on hérite, un sol, ça se fait sur le temps long. Donc, on hérite de processus naturels et puis de processus d'occupation du sol. On est sur une parcelle qui a été mise en valeur d'un point de vue sylvicole fin des années 70 sur des zones humides. En fait, ces zones humides à l'époque ont été drainées pour évacuer au maximum l'eau et pouvoir implanter ensuite un peuplement qui a une vocation de production de bois. Et l'essence qui a été choisie à l'époque est l'épicéa sitka, donc qui est effectivement un résineux nord-américain et qui a besoin de beaucoup d'eau. Aujourd'hui, face au changement climatique, on a des stress hydriques de plus en plus importants. Et conséquence de ce stress hydrique, c'est qu'il est attaqué par le dendroctone, qui est un petit coléoptère qui va compromettre l'état sanitaire du peuplement. Donc face à ce problème-là, on a décidé avec l'ONF d'expérimenter la remise en eau de la zone humide et de voir comment le peuplement forestier va réagir, comment le sol va réagir par rapport à cette mise en eau. On a tendance à considérer que les zones humides, globalement, stockent du carbone. Donc en restaurant une zone humide forestière, on espère, nous, augmenter la capacité de stockage de carbone. Et c'est bien ça que l'on veut mesurer avec l'Université de Rouen. C'est est-ce que le fait de remettre en eau nous permet vraiment de stocker plus de carbone que si on avait laissé sans eau. C'est aussi, quelque part, la tentative de trouver une réponse. Alors là, on est bien dans l'atténuation des effets du changement climatique. Et ce qui est important pour tout type de sol, qu'il soit forestier, qu'il soit agricole, c'est qu'il y ait une part de matière organique non négligeable dedans. C'est la matière organique qui va constituer l'éponge du sol, qui va pouvoir absorber et retenir l'eau quand il y a des fortes précipitations et qui va pouvoir par la suite restituer cette humidité au milieu. Et là, pour qu'il y ait de la matière organique dans les sols forestiers, il faut absolument qu'on laisse du bois mort au sol. Ici, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez quelque chose qui est annuel, pluriannuel, du bois mort qui est au sol, qui va être décomposé et incorporé progressivement. Et ces processus-là, ça va prendre plusieurs dizaines d'années.
Ici à ma droite, là, vous avez une souche qui est restée en place suite à une exploitation qui date d'une vingtaine ou une trentaine d'années. Elle permet à toute une faune, une flore associée d'être présente sur ces stations. Donc c'est une richesse biologique non négligeable et qui est indispensable au bon fonctionnement de l'écosystème forestier. En fait, il y a des éléments qui sont importants au niveau du sol. Cette matière organique, le fait que les sols soient aérés aussi. Il faut qu'il y ait de l'air dans le sol pour que les racines puissent pousser, pour que toute la vie microbienne du sol puisse se développer. Donc il est important, effectivement, quand on fait de l'exploitation, surtout avec des engins qui sont de plus en plus lourds, de préserver les sols. Donc c'est ce que fait l'ONF en mettant en place des cloisonnements forestiers, obliger les engins à circuler sur des parties de la parcelle réservées à cet effet. Ah, ça, ce sont des machines qui pèsent entre 22 et 24 tonnes, voire plus. Aujourd'hui, toute parcelle, en tout cas en forêt domaniale, doit être cloisonnée avec un pas qui va entre 16 et 18 mètres entre chaque cloisonnement d'exploitation. Et la largeur du cloisonnement est de 4 mètres en moyenne. Voilà. Et donc l'engin doit respecter ces cloisonnements. Il ne peut pas déroger à ce cloisonnement. À une époque, on n'avait pas de cloisonnement, les engins circulaient partout et on augmentait les risques de tassement. Là, le tassement, il est vraiment cantonné au cloisonnement d'exploitation. Quand on demande donc à l'entreprise de ramener les branches sur le cloisonnement d'exploitation, le gros avantage qu'on a avec cette essence-là, c'est qu'elle porte, ça porte beaucoup et ça fait comme un effet de coussin en fait. Et ça protège au maximum en sachant que dans la journée, il peut y avoir plusieurs allers-retours sur le cloisonnement. Donc plus on en met et plus ça protège le cloisonnement d'exploitation. L'équidébardage, c'est déplacer les morceaux de bois abattus à l'aide de chevaux. On a réinventé un peu ce métier. Les avantages, c'est qu'en fait, on évolue sur une parcelle qui peut être un petit peu sensible. Et en fait, le cheval ne pesant quasiment rien par rapport à un tracteur, occasionne beaucoup moins d'impact sur le sol qu'un engin forestier ou une chose comme ça. Mais on travaille souvent en collaboration avec des engins forestiers. Oh, oh, encore un pas à droite. Oh, oh. Le débuscage ou le débardage avec les chevaux va avoir un coût supplémentaire, surtout si on l'inclut avec du débardage mécanisé. Il est clair que il faudrait pouvoir quantifier le fait qu'on n'altère pas la forêt, quoi, hein. Parce que dans de nombreux endroits, on commence à observer des défauts de croissance sur certaines essences, notamment lorsqu'il y a des lignes de plantation au bord de cloisonnement, où le tassement du sol crée une gêne pour le développement des jeunes plants, hein. Nous, on n'est pas du tout pour ranger définitivement les tracteurs ni quoi que ce soit, mais au contraire, travailler intelligemment avec eux. Un sol tassé est un problème pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol et faciliter le développement racinaire. Si la porosité du sol n'est pas suffisante, le succès de plantation est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc moi, j'ai demandé à mes ingénieurs agronomes, mes ingénieurs forestiers, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour réduire nos intrants chimiques le plus possible. Et là, on a commencé, ils m'ont commencé à parler du biochar. Le biochar et la terra preta, c'est l'origine, c'est des Amérindiens. Donc évidemment, je me suis intéressé de près et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de réussite au niveau de nos plantations qui était de l'ordre de plus de 98%. Le biochar, c'est un produit issu de la biomasse, hein, donc du bois, et qui est pyrolysé, c'est-à-dire qui est traité à haute température. Ce procédé élimine l'eau, mais aussi tous les hétéroatomes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas carbone quitte cette biomasse. Et la structure de ce biochar
est extrêmement poreuse puisque c'est un grain qui est plein de petits trous. On va pouvoir piéger de l'eau. C'est important pour les forêts, tout simplement parce que ça piège l'eau, ça piège les sels minéraux qui ne sont plus lessivés. C'est-à-dire que quand ces sels minéraux sont absorbés à la surface, dans les trous, dans la porosité du biochar, quand il pleut, les sels minéraux restent ici. Okay? Ils sont à la disposition des racines, des radicelles des plantes. Ce qui est important, c'est que le procédé de pyrolyse génère beaucoup d'énergie. On reçoit en fait du granulé de bois qui arrive en big bag, se passe dans un tube avec une vis entre 500 et 650 degrés pour obtenir un biochar. Et à la fin de cette pyrolyse, nous avons ce que l'on voit là, les zones jaunes, qui sont le gaz qui s'échappe et qui est mis en combustion pour pouvoir chauffer à nouveau le tube pour le bois suivant qui arrive. Ce qui permet au pyrolyseur de travailler de façon autonome, sans apport d'énergie extérieure pour la chauffe. Grâce à cette énergie en fait, qui est autoproduite, le pyrolyseur peut tourner 4 à 5 jours tout seul sans intervention humaine. Le biochar permet de restructurer le sol. On n'apporte pas quelque chose pour la plante, on apporte quelque chose pour le sol. Et si le sol est bon, la plante est belle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action de l'homme, en fait, a une action sur les sols. L'épicéa, il n'est pas ici de façon naturelle. Donc la gestion forestière a aussi un impact sur l'humus. Ici, on est sur des sols où il y a eu des charbonnières. On va voir s'il y a eu des grands défrichements ou s'il y a eu des incendies répétitifs. Tout a un impact en fait sur le sol. C'est là où c'est quand on regarde un sol comme ça, bah, on pense que c'est minéral déjà. Non, c'est les deux. C'est vraiment le sol vivant. C'est quelque chose qui évolue au cours du temps.